بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. Aujourd'hui, je vais présenter avec vous une vidéo pour un cours de codage source et codage canal. On va commencer par des notions fondamentales, d'accord? Donc, toujours pour n'importe quel système de communication, nous avons l'entrée, c'est la source. Après, nous avons le codeur qui passe à travers un canal. Après, nous avons le décodeur et l'utilisateur. Bien sûr, le canal peut être accompagné par un bruit. La source peut être voix, musique, image. L'image, elle peut être fixe ou bien animée, ou bien tout simplement des textes, etc. Le canal utilisé, ça peut être sous forme de canal radio, ou bien fil, fibre optique, support magnétique ou bien un support optique. Le bruit, ce sont les perturbations électromagnétiques ou bien les rayures. Donc ça, c'est un modèle pour un système de communication. Maintenant, on va voir le codage de source et de canal. Nous avons la source, un codeur source, un codeur canal. Après, le canal qui peut être accompagné par un bruit. Et ici, ça sera l'opération inverse. Donc, ici, nous avons codeur canal. Ici, c'est un décodeur canal. Ici, codeur source. Ici, donc, c'est décodeur source. Et la sortie, c'est pour l'utilisateur. Pour le codage de source et de canal, l'efficacité, c'est pour faire parvenir une quantité donnée d'informations à l'utilisateur et utiliser le minimum de ressources. La fiabilité, c'est bien restituer à l'utilisateur une information suffisamment fidèle à celle produite par la source. Donc, toujours pour le codage source et canal, le problématique, c'est bien pour le codage source. Est-ce qu'on peut compresser efficacement une source donnée avec un taux de compression maximal, sachant que x varie de x1 jusqu'à xn, et la probabilité d'avoir xi égale à 1, qu'on appelle A petit p. Pour le codage canal, c'est transmettre efficacement le maximum d'informations à travers un canal bruité. Exemple, si nous avons x varie de x1 jusqu'à xn, donc j'aurai la sortie y qui varie de 1 jusqu'à yn, il faut que la probabilité de yi soit différente à xi et égale à petit p. Donc, nous avons une même quantité qui sert à quantifier cette limite, ce qu'on appelle, c'est bien l'entropie. Donc, on a dit que pour le codage source, c'est compresser efficacement une source donnée avec un taux de compression maximal E de x varie de 1 jusqu'à n avec une probabilité de xi égale à 1. C'est-à-dire, on doit compresser en une séquence de taille égale à peu près à n fois h bits. Pour le codage canal, c'est transmettre efficacement le maximum d'informations à travers un canal bruité. Donc, c'est à peu près ça, on va transmettre de l'ordre de n fois 1 moins hp bits d'informations. Donc, c'est une même quantité. Ce qui sert à quantifier cette limite, c'est l'entropie. Donc, nous avons le h de p par définition égal à moins pi logarithme 2 de pi moins 1 moins pi fois logarithme 2 de 1 moins pi. Pourquoi a-t-on besoin de la compression? Donc, les techniques de transmission ne cessent d'évoluer. Nous avons la fibre optique, c'est communication à très longue distance, plusieurs centaines, voire milliers de kilomètres.
La capacité de transmission, elle est de 1 jusqu'à 10 gigabytes par seconde. Et pour l'Asymmetric Digital Subscribed Line, c'est la DSL, nous avons un débit ascendant de 3,3 MB par seconde pour un débit descendant de 24 MB par seconde. Les techniques de stockage de plus en plus performantes, offrant des volumes et des espaces mémoire de plus en plus larges. La question, c'est les techniques de transmission et de stockage évoluent exponentiellement. Pourquoi compresser les données? La réponse, c'est bien c'est que les données sont générées de façon encore plus rapide. Pour la transmission des données, nous avons la révolution dans le domaine de la communication via Internet et via le réseau cellulaire. Le transfert de la voix, échange de données, communication vidéo dans des canaux à capacité limitée. Donc, il faut réduire la taille du contenu à véhiculer. Maintenant, si on va parler sur la taille des données, nous avons pour une seconde d'une vidéo CC-ER 601 sans compression. Donc, nous avons 858 colonnes par 525 lignes avec une fréquence de 50 Hz et 8 bits égale à 1 octet par pixel. Donc, on aura 858 par 525 par 50 égale à 22 522 500 octets. Donc, c'est l'ordre de 22 mégaoctets. Donc, c'est 176 mégabits. Sachant que pour une heure, nous avons 3600 par 22 mégas. C'est à peu près 80 gigaoctets. Donc, si on va parler du CD-ROM, donc la capacité TO, c'est bien 700 mégaoctets. Donc, il faut 114 CD-ROM pour enregistrer une donnée à une heure. Pour le DVD, la capacité TO, c'est 4,7 gigaoctets. Donc, nous avons besoin de 17 DVD pour faire l'enregistrement d'une vidéo d'une heure. Donc, on a besoin de faire la compression, donc c'est la nécessité de la compression. Nous avons par exemple une vidéo stream, audio stream et metadata. On passe à la compression, encapsulation et à la fin on aura soit un fichier de format .mp4, .mov, .av, etc. Voici quelques exemples historiques de la compression. Ils ont commencé par le code de Morse milieu du 19e siècle. Les lettres les plus fréquentes ont un code court, par exemple le E, le A et le T. D'accord? Les lettres moins fréquentes ont un code lent, par exemple un G, le Q et le Z. Exploitation de la redondance statistique non optimale, on voit par exemple le L par rapport au M. Voici un exemple d'un texte écrit par le code de Morse, thank you par exemple. Vous voyez le code, comment ça se... on peut l'écrire le mot Hada. Et vous pouvez passer par le traducteur du code Morse en ligne par ce site suivant, c'est http://morsecode.skiphilips.com gttranslator.html. On trouve aussi le code de Braille milieu du 19e siècle. Donc, nous avons des caractères à 6 points. C'est l'équivalent d'un tableau de taille 2 par 3. Le grade 1, chaque caractère a un tableau. Le grade 2, nous avons 2 à la puissance 6 possibilités, égale à 64. Donc, nous avons besoin seulement de 26 lettres. Les 38 combinaisons restantes représentent des mots et des syllabes
communément utilisé, par exemple, and you, par exemple, pour le grade 1, thank you, il est écrivé de cette façon. Pour le grade 2, nous avons le même mot écrivé de cette façon. Si vous êtes intéressé, vous passez par le lien suivant pour le traducteur de braille en ligne. Maintenant, si on va parler des techniques de compression, donc nous avons une image de départ. Nous avons deux types de compression. Soit on va utiliser une compression sans perte, c'est-à-dire un codage entropique, ou bien une compression avec perte en utilisant la DCT, c'est Discrete Cosinus Transform, et la méthode de quantification. À la sortie ici, j'aurai une image compressée. Si on va prendre un exemple, c'est la compression de texte, d'images radiologiques, des données satellitaires. Après la compression, on va passer à l'étape de reconstruction et à la fin, on va récupérer notre image, reconstruction identique à l'original. Mais par la méthode compression avec perte, j'ai une image compressée plus efficacement. Exemple, le transfert de la voix et la compression vidéo. Là, pour la reconstruction de cette image, j'aurai une reconstruction avec distorsion. Maintenant, si on va parler de performance d'un algorithme de compression, nous avons les critères de performance d'un algorithme, c'est bien la complexité calculatoire, c'est-à-dire la rapidité d'exécution et mémoire requise. Le taux de compression, c'est la taille de données originale par rapport à la taille après compression. Donc, le taux, c'est la taille de données originale divisé par la taille après compression. La ressemblance entre les données reconstruites avec l'original. Si on va prendre un exemple de taux de compression, si nous avons une image de 256 par 256 pixels, donc on aura 65 536 octets. Après compression, la taille, ça devient 16 384 octets. Le taux de compression est de 4,1 ou bien le taux de 75% ou bien un taux de 2 bits par pixel. Pour les critères de distorsion objectif, nous avons le MCE qui est égal à 1 sur grand N. La somme pour N varie de 1 jusqu'à grand N de XN moins X estimé de N. Nous avons le rapport signal sur bruit égale la variance de X sur le MSE. Pour les critères de distorsion subjective, c'est-à-dire ils sont basés sur la perception humaine, nous avons le rapport signal sur bruit en décibels est égal à 10 log décimal du rapport signal sur bruit et le PCN-SNR égale à 10 log décimal de maximum de x carré divisé par MSE. Voici un schéma de compression. Donc, nous avons des données originales. X, par exemple, on va les passer à travers un encodeur. À la sortie, j'aurai des données compressées. Je fais l'opération inverse. Donc, au lieu de encodeur, je vais faire un décodeur. Et à la sortie, je vais récupérer des données reconstruites. Pour la compression sans perte, c'est réversible, c'est-à-dire X égale à X'. Si on va utiliser le codage entropique, on peut utiliser soit la méthode de Hoffman ou bien l'arithmétique, etc. Mais pour la compression avec perte, elle est irréversible, c'est-à-dire X différent de X'. On va réduire le débit pour une distorsion minimale D entre X et X'. Le compromis de débit distorsion. Donc, on aura un compromis débit de distorsion. L'idée, c'est bien exploiter les redondances des signaux, images et vidéos. La redondance dans les signaux, images et vidéos. Si on va commencer par la redondance dans les signaux temporels, nous avons que les échantillons voisins d'un signal numérique sont généralement fortement corrélés.
Ainsi, par exemple, nous pouvons prédire un échantillon à partir de certains de ses voisins, mais ce n'est pas suffisant. Donc, nous pouvons également utiliser un domaine de transformé. Maintenant, si on va voir la redondance dans les images, c'est-à-dire spatiales, nous avons que les pixels voisins d'une image numérique sont généralement fortement corrélés. Ainsi, par exemple, nous pouvons prédire un pixel à partir de certains de ses voisins, mais ce n'est pas suffisant. Nous pouvons également utiliser un domaine transformé aussi. Maintenant, si on va voir les deux, la redondance dans les vidéos, c'est-à-dire spatiale et temporelle. Donc, nous sachons qu'une vidéo, c'est une succession d'images. Alors, un pixel d'une image donnée dans une vidéo est à la fois corrélé avec ses voisins dans une même image, est aussi corrélé avec ses voisins dans les images voisines de la séquence. Dès lors, nous pouvons exploiter ces deux redondances en même temps, ce qu'on appelle un codage intra-image ou bien un codage inter-image. Maintenant, pour la codage ou bien la compression avec perte, elle est irréversible, c'est-à-dire qu'on ne peut pas l'opération inverse, c'est-à-dire x est différent à x' après compression. Pour le codage par transformation, si nous avons des exemples de motivation, des process de transformation. Exemple, la transformation KLT, la transformation DCT, la quantification des coefficients de la transformation et le codage des coefficients. Donc, là, on est à la fin de cette vidéo pour des notions fondamentales de codage source et codage canal. Je vous remercie infiniment pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions ou bien des remarques. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah, ça sera la suite, ça sera le chapitre numéro 2 dans ce module de codage. Donc, je vous remercie infiniment. Je vous souhaite bon courage, beaucoup de succès et à la prochaine, Inch'Allah. Merci.